Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Troalic qui va nous parler des cas concrets de prise de contrôle de système à distance. Bonjour à toutes et à tous. Alors je remercie le Major Cranier parce qu'il a dit tous les gros mots techniques que je voulais dire, donc au moins comme ça vous les connaissez tous, vous m'en voudrez pas. Donc moi je suis Hervé Troalic, je m'occupe d'une activité de conseil en sécurité et donc dans cette activité on fait beaucoup de tests d'intrusion, donc pour des collectivités, des établissements de santé, enfin des organisations dans la sphère publique beaucoup et puis d'entreprises. Et ce que je vais vous présenter là en fait ce sont des retours vraiment sur des cas pratiques de prise de contrôle des systèmes d'information de nos clients dans ces secteurs. Alors avant de commencer, ce matin j'ai pris des notes en fait. Donc on a parlé d'opportunités en fait. La transformation numérique, c'est une opportunité pour la transformation et le développement des territoires. Il y a une attente forte aussi des usagers. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté aussi qu'il y avait une obligation. Il y a une obligation d'aller encore plus vers de la dématérialisation, de la numérisation, de la digitalisation. Mais le tout en maintenant la confiance. Donc en fait, je pense que l'enjeu, ce que j'ai compris en tout cas moi de l'enjeu pour les collectivités, il tourne autour de ces notions-là. Donc mon propos aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur, surtout pas, c'est de vous sensibiliser aux risques, justement pour mieux s'y préparer. Alors j'ai appelé cette présentation From Null to Admin, pourquoi? Parce qu'en général on part de rien et on essaie de devenir administrateur de votre système d'information. C'est vraiment le Graal pour l'attaquant. Le Major l'a bien dit, mais c'est vraiment ça. On va prendre possession de votre système, on va s'y installer chaudement, on va surtout pas montrer qu'on est là, et puis on va vivre notre vie et vous espionner et revendre des choses qui vous appartiennent sans que vous en rendiez compte. Donc finalement, quel que soit l'attaquant, quelle que soit sa position sur les réseaux, qu'il soit chez vous déjà, qu'il soit à l'extérieur des murs physiquement, mais aussi sur Internet, quelles que soient ses motivations, parce que finalement, les motivations, on s'en fiche un peu. Aujourd'hui, quand on voit la manière dont ça se répand sur Internet et ailleurs, les motivations, finalement, elles comptent moins. Le Saint Graal, c'est vraiment de devenir le patron sur votre réseau. Alors, il y a un illustre inconnu que je rencontre souvent, en fait, qui sont souvent les clients que je vais voir, qui me disent non, ça arrive que dans les films, en fait, ce que vous nous dites là, moi, je me sens pas du tout concerné. Enfin, on n'est pas une banque, nous, on est une collectivité, donc on n'a pas grand-chose à cacher. Alors finalement, j'étais très content ce matin d'entendre que quand on est une collectivité, on sait tout sur ses administrés, on détient des données super importantes. Et quelque part, même moi en tant que citoyen, ça m'interpelle évidemment. Donc forcément, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis arrêtez tout de suite parce que non, vous avez forcément des données qui sont importantes. Si elles sont importantes pour vous, elles sont forcément importantes pour quelqu'un d'autre. Donc on est tous concernés par ces problèmes. Tous les exemples que je vais vous montrer maintenant, il y a 4 scénarios d'attaque, ce sont des exemples vraiment tirés d'expériences réelles. Alors le premier, donc il faut le lire vraiment dans le sens des flèches. Premier cas, en fait, c'est comment devenir administrateur en prenant la main sur un reverse proxy. Alors un reverse proxy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un serveur qu'on va installer dans une architecture. C'est un serveur mandataire, en fait. Et plutôt que de se connecter directement sur votre serveur web, par exemple, on va intercaler un proxy pour qu'on se connecte d'abord sur ce proxy et qu'ensuite ce soit le proxy qui fasse les requêtes sur le serveur web. On peut aussi s'en servir en interne quand vos utilisateurs vont sur le web, plutôt que d'aller directement sur Internet, ils passent par le proxy. Voilà. Donc c'est un serveur intéressant dans une architecture. Et ben en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la démarche d'un attaquant. C'est comme ça qu'ils font, vraiment, quelles sont les étapes par lesquelles ils passent. La première, c'est vraiment, on fait des recherches sur Google. C'est tout bête, hein. On va déjà chercher plein d'informations sur Google et on va trouver parfois des identifiants. Là, ça a été le cas. Donc, on trouve un login. On va tester finalement des comptes. Les comptes qu'on a trouvés sur Google, on va les tester sur un serveur qu'on a trouvé accessible. Et il se trouvait que c'était un serveur intranet. Et on va tester avec des outils automatisés, on va tester tout un tas de mots de passe. Et puis là, on va trouver un mot de passe ou quelques mots de passe qui sont triviaux, vraiment des mots de passe simples. Souvent, c'est triste à dire, mais c'est souvent le nom de la collectivité avec le département, le nom de l'entreprise avec le département, c'est le prénom de quelqu'un, voilà, c'est la réalité en fait. Ça aussi, on croit que c'est dans les films, mais non, en fait, c'est dans la réalité. Ensuite, j'ai perdu mon petit, voilà. Ensuite, on va accéder à l'intranet, mais avec un compte limité. C'est-à-dire que, ok, on a eu de la chance, on a trouvé des identifiants, on a trouvé des mots de passe, mais
on n'est pas encore administrateur. Là, on a un accès avec des droits limités. Ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer d'augmenter nos droits, en fait. Ce que va faire l'attaquant, il veut gravir les échelons de possibilités d'accès au SI. Alors là, on va faire ce dont le major a parlé tout à l'heure, là, on va faire de l'injection SQL. Alors, qu'est-ce que c'est l'injection SQL? C'est que dans toutes les applications en fait, que vous utilisez, il y a toujours une base de données derrière. Mais on n'accède pas directement à la base de données, on passe par le formulaire web. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des requêtes pour interroger la base de données dans le champ de connexion ou le champ d'interrogation sur la page web. Par exemple, un formulaire, on vous demande de taper votre nom, nous, on ne va pas taper le nom, on va taper select étoile from la table mot de passe, par exemple. C'est ce qu'on a fait là. Et finalement, on a réussi à faire ce qu'on appelle un dump, c'est-à-dire on a récupéré toute la base de données. En fait, toute la base de données, on l'a récupérée, déjà à ce niveau-là. Et là, ce qu'on fait, du coup, on cherche la table qui contient les mots de passe des utilisateurs, forcément. Ça tombait bien, en plus, cette table de mots de passe, les mots de passe étaient en clair, ils n'étaient pas chiffrés. Donc, super, on passe à l'étape suivante. Une fois qu'on a des mots de passe, on teste les mails. On va tester, en fait, tous les mails de la collectivité. Là, c'était une communauté de communes, en l'occurrence. On a passé en revue tous les mails, et puis bingo, en fait, on a trouvé des comptes mail accessibles avec le mot de passe. Donc, on a pu, grâce à ça aussi, accéder au reverse proxy, le fameux reverse proxy, avec ce login et ce mot de passe. Du coup, une fois qu'on était dessus, on a pris position sur ce serveur, puisqu'on avait les droits d'administration, et puis on a cherché plein d'informations. On a trouvé une vulnérabilité sur le noyau. En fait, c'est un système Linux qui était utilisé dessus. Et on a trouvé une vulnérabilité dans le noyau, dans le cœur même du système. On l'a exploité. Et on est devenu administrateur pour de bon du reverse proxy. À partir de là, c'était gagné, puisqu'on avait pied sur le réseau interne, on était chez nous. Premier cas, donc. Deuxième cas, là, on va prendre contrôle du site internet directement. Alors, comment on fait, là? D'abord, on trouve une faille qui est très, très courante. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais de la sécurité. Dans mes premiers tests d'intrusion, déjà, ce qu'on appelle le directory listing, c'était une des premières vulnérabilités qui existait sur les sites web. C'est super, ça existe toujours. Ça prouve qu'on est efficace. On arrive comme ça à lister, en fait, en tapant une requête toute simple, on arrive à lister le contenu des répertoires du site web dans la page web. Du coup, c'est ce qu'on dit ici. On a vu qu'il y avait un répertoire qui s'appelle gestion/config, donc configuration. Donc on va un petit peu plus loin, on va voir s'il y a quelque chose dans ce répertoire. Là, super, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle site.ini. C'est un fichier de configuration. On le récupère, parce qu'en plus, c'est génial, on peut le télécharger. Puis là, il y a des identifiants en fait, de la base de données qui sont dedans. Ça n'a pas de bol, ça, c'est le développeur qui a dû laisser ça. Et puis, comme c'est un site qui a été développé en PHP, il y a le fameux accès à PHP-MyAdmin, en fait, qui est la page d'administration du serveur PHP. Et puis là, c'était gagné, parce qu'en fait, on a trouvé en fait, l'accès administrateur au site PHP. Du coup, on s'est connecté à la base de données avec les identifiants qu'on a trouvés dans le fichier site.ini. Et du coup, on était carrément patron du serveur web. En fait, on a cassé des hashes d'utilisateurs qu'on a vu passer sur le réseau. Et à partir de là, on était chez nous. Troisième cas. Alors là, les deux premiers, c'était depuis Internet. Pour vous montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'être uniquement sur Internet pour rentrer sur le réseau interne d'une entreprise ou d'une organisation, là, on s'est mis sur le parking d'une entreprise qui avait un Wi-Fi pour ses utilisateurs. Alors, je ne vous parle même pas d'un Wi-Fi public, je vous parle du Wi-Fi bureautique. Mais forcément, le Wi-Fi, ça ne s'arrête pas au mur d'enceinte, ça traverse. Et puis, il se trouve qu'en plus, nous, on a des antennes comme ça qui sont à peu près longues comme ça, où on peut capter un réseau Wi-Fi à plus de 800 mètres. Mais là, on n'a même pas eu besoin. On s'est connecté, on a commencé à écouter, et puis en fait, on a créé un faux point d'accès Wi-Fi qui en fait avait les mêmes caractéristiques que celui de l'entreprise. Ça, il faut savoir que c'est aussi une attaque qui est assez simple à mettre en œuvre. Et puis comme tous les outils qu'on a dans nos poches, les téléphones, les ordinateurs portables, en fait, passent leur temps à essayer de retrouver leur réseau Wi-Fi. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez vous à la maison, votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau Wi-Fi de la maison, et quand il arrive au bureau, il se connecte automatiquement à celui du bureau. En fait, il passe son temps à essayer de se connecter à ces réseaux-là. Nous, on récupère les infos, on lui fait croire qu'on est la borne en fait, de l'entreprise, et puis on regarde ce qui se passe. Et là, on a regardé, on a vu qu'il y avait des mécanismes d'authentification et de chiffrement qui étaient bons en plus, qui étaient corrects. Simplement, on a pu, ce mécanisme-là, MS-CHAP-V2, c'est un mécanisme
qui est notamment utilisé sur les réseaux Microsoft, en fait, on peut tout à fait se faire passer, l'usurper et bypasser ce système en créant un certificat qui ressemble au certificat qui est demandé ici. On crée un faux certificat d'entreprise qu'on met dans notre fausse borne, et puis la victime se connecte, comme si elle était sur la borne de l'entreprise. Du coup, une fois qu'elle est connectée, on attend que les gens se connectent, et puis on écoute, on capte le trafic. Et là, on récupère en fait des identifiants. Ces identifiants, ils ne sont pas en clair. Ils sont chiffrés à l'aide de ce mécanisme-là, qui est NTLM-V1, qui est vieux comme les systèmes Windows. Et en fait, on ne s'est pas embêté, on a essayé de les craquer, on a réussi parce qu'il y en a certains qui étaient plus faciles à craquer que d'autres. Et puis finalement, on a pu, comme ça, accéder à récupérer des mots de passe en craquant tout simplement ceux qu'on avait récupérés par ce mécanisme. Une fois qu'on a fait ça, on s'est connecté au réseau interne de l'entreprise en utilisant les identifiants et les mots de passe qu'on a précédemment obtenus. Voilà. Parfois, on n'est même pas obligé de les casser. On peut les rejouer. Ça dépend des mécanismes. Ça veut dire que c'est encore plus simple. On récupère le hash du mot de passe et on le renvoie sur le réseau comme si c'était l'utilisateur qui le renvoyait, et là, on nous ouvre la porte. Dernier cas, le quatrième. Alors celui-là, il est rigolo aussi. Donc c'est accès au réseau interne depuis l'interface de création de compte. Alors là, c'est sympa celui-là parce que c'est une entreprise qui était bien structurée en sécurité. Le RSSI avait fait appel à nous. Ça a suivi un processus. Alors il aurait aimé, on parlait tout à l'heure de privacy by design, on parle aussi de sécurité, security by design, c'est-à-dire en gros, ce qu'il veut, lui, c'est mettre en place la prise en compte de la sécurité au plus tôt dans le projet. Bon, là, il s'est fait bypasser par les métiers. Il y a une activité métier d'entreprise qui a contacté directement une web agency pour faire une belle application web, vraiment dernier cri, avec tous les gadgets qui vont bien. Donc les web agencies, vous savez, ce sont ces entreprises qui mélangent à la fois des créateurs et puis des jeunes développeurs fous. Donc c'était super. Et heureusement, il a pu rattraper la patrouille avant que l'application soit publiée sur Internet. On a fait notre test d'intrusion. Là, on a vu qu'il y avait une interface de création de compte sur l'application. On s'est dit, tiens, super, on va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Puis là, il y avait une fonction qui était accessible, qui s'appelle Get Users. Et cette fonction, en fait, on a vu qu'on pouvait la lancer sans paramètres. En fait, on pouvait lancer des requêtes grâce à cette fonction sans paramètres particuliers et qu'on obtenait des résultats. Alors du coup, on a introduit notre propre backdoor en paramètres. Et il a installé une backdoor sur un profil utilisateur, donc, comme le ferait un pirate classique. Et puis, grâce à cette backdoor, on a pu récupérer des mots de passe qui passaient. Et puis, on a pu récupérer le mot de passe du super utilisateur, qui n'était pas chiffré, en fait. Il était en MD5, qui n'est pas un mécanisme plutôt de hash qu'un mécanisme de chiffrement. Et puis, une fois qu'on a récupéré ce login et ce mot de passe, on a pu exécuter en fait des commandes sur le réseau interne. Et ici, je vous ai flouté, mais là, c'est la liste de tous les comptes utilisateurs qu'on a récupérés. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a fait notre restitution. Le RSSI n'était pas content. Ils ont arrêté le projet avant qu'il soit mis en production. Ils ont pris 6 mois de retard. Donc autant dire que pour les métiers, c'était une catastrophe, parce que là, on parle de time to market. Il fallait que l'application, c'était une application de vente en ligne. Il fallait vraiment que ce soit... Et je ne vous parle pas d'une multinationale, je vous parle d'une petite entreprise. Mais voilà, ils sont pris 6 mois dans la vue. On serait intervenu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ça. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi On fait quoi? Il y a des choses simples à faire. C'est pas une fatalité. Par exemple, la première chose, et c'est ce que j'ai noté aussi ce matin, c'est-à-dire quand on parle de sécurité, il faut qu'on parle automatiquement de sensibilisation par rapport au risque. Ce qu'on essaye de faire, je fais partie de la réserve cyber citoyenne aussi, ce qu'on fait beaucoup auprès des collectivités, des entreprises, c'est de sensibiliser les décideurs au risque. La première chose, c'est ça, c'est quels sont les risques que je cours. Deuxième chose, faire des audits, c'est super intéressant parce que ça reste vraiment quelque chose de concret qui va identifier les vrais risques encourus par l'organisation. Vous avez bien vu, le major Cragnon en a parlé, le mot de passe, le mot de passe, Yahoo, 500 millions de mots de passe, il y a encore eu dernièrement des vols de mots de passe. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et le mot de passe, ce n'est pas un mécanisme de sécurité, c'est un mécanisme d'identification, le login et le mot de passe. Donc ne vous cachez pas derrière le mot de passe en vous disant « je suis sécurisé ». Non, vous n'êtes pas sécurisé. Si je récupère votre mot de passe, évidemment, j'ai accès à tout. Est-ce que vous avez prévu de formaliser une politique d'accès et d'habilitation? Pareil, parler de cloud aussi tout à l'heure. C'est vrai, le cloud, ça peut être un problème, c'est aussi une opportunité. Mais ce qui est super important quand on parle de cloud, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met, quoi. Mes données,
j'ai des données qui ont de la valeur, mais il y en a peut-être qui ont de la valeur plus que d'autres. Il y en a peut-être qui n'ont pas du tout de valeur. Si je mets des choses qui n'ont pas de valeur sur le cloud, après tout, c'est pas trop grave. Mais est-ce que j'ai vraiment conscience des données, des documents qui ont de la valeur chez moi? Et est-ce que j'ai mis les bons droits, la bonne gestion des accès par rapport à ces données? En fait, on se rend compte que dans quasiment 100% des cas, on ne le sait pas. Autre point, est-ce qu'il y a une réflexion sur la sécurité des configurations des serveurs? Pareil, c'est un truc tout bête, ça fait des années que la sécurité informatique existe, qu'on parle de la sécurité des serveurs. Il faut avoir une vraie politique de sécurisation des serveurs, que ce soit Windows, Unix, Linux, etc. C'est quand j'installe un serveur, il faut qu'il soit sécurisé par défaut. Et puis le dernier point, c'est est-ce que vous faites des tests avant chaque mise en production d'un serveur métier? Est-ce que vous testez, je ne parle même pas de sécurité, là, je parle vraiment de sécurité dans les développements. Est-ce qu'on est sûr que les fonctions qui sont rendues sont vraiment les fonctions attendues? Est-ce qu'il n'y a pas des comportements anormaux ou déviants qu'on pourrait identifier dès la phase finalement de recette du produit, par exemple? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Troilic.